Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette seconde émission du jour consacrée aux analyses graphiques. On va aller voir le Bitcoin, où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui, quel est l'état des lieux que nous pouvons faire de ce graphique. Est-ce qu'on est sur un point de support, de résistance, est-ce que le Bitcoin peut monter un peu plus? Et il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire également sur d'autres cryptos. Aujourd'hui on va sans aucun doute passer Solana, qui est sans aucun doute la crypto qui a fait le plus augmenter mon portefeuille personnel ces dernières semaines, mais aujourd'hui qui retrace beaucoup également, regardez, moins 10% sur 7 jours. Et vu que c'est une crypto importante pour mon portefeuille, je vais vous donner un petit peu la stratégie que j'emploie en ce moment et que je vais employer dans les jours et semaines qui viennent par rapport justement à Solana et à son prix qui est très volatile justement. On regardera rapidement l'altcoin dominance et puis on ira faire un tour sur les cryptos qui concernent l'intelligence artificielle qui ont été très performants également ces dernières semaines. Je vous passe la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à tout de suite. Petit message avant de débuter, je te partage un outil que j'ai créé qui permet de savoir où tu en es. Tu rentres toutes tes cryptos sur cet outil, tu vas indiquer effectivement le nom des cryptos, tu vas rentrer combien tu en possèdes sur chacune de tes plateformes et vu que le prix des cryptos est récupéré en temps réel, s'actualise chaque heure, donc toi tu auras l'outil, tu vas voir chaque heure les prix vont changer en fonction des prix réels des cryptos et donc tu vas savoir exactement où tu en es, combien tu as investi, donc tu vas pouvoir le rentrer, combien tu es en train de gagner ou perdre par rapport à ce que tu as investi, ton ROI, ta répartition par crypto, par plateforme. Également un onglet qui te permet en parallèle tout simplement de rentrer tes transactions par rapport à l'euro et donc de connaître les plus-values lorsque tu fais des reventes. Ça peut t'aider aussi pour donc du coup les déclarations d'impôts. Et donc c'est utilisable sur téléphone, tablette, PC, en fait c'est sur ton compte Google, donc avec n'importe quel appareil depuis n'importe où dans le monde, tu y as accès, donc il n'y a pas besoin d'avoir, c'est pas un document local sur un PC, ça c'est aussi très pratique. Si tu veux en savoir plus, je te mets une petite vidéo ici en haut à droite, n'hésite pas à y jeter un œil, j'explique en détail, beaucoup mieux que ce que je viens de le faire, donc le fonctionnement de cet outil. Et puis dans la description de cette vidéo et de toutes les autres, d'ailleurs, tu retrouveras un lien qui t'amène sur le site officiel donc de CryptOrganize sur lequel tu peux justement acquérir cet outil avec différents types d'abonnements. C'est sur abonnement avec des prix très faibles pour si tu t'abonnes au mois, puis des prix dégressifs encore plus faibles si tu t'abonnes à l'année ou au trimestre. Tout simplement, n'hésite pas à y jeter un œil. Allez, on va commencer l'émission. En parallèle, je voulais simplement remontrer de nouveau le portefeuille fictif. Là, j'ai fait cette présentation d'outils avec le portefeuille fictif qu'on a créé ensemble il y a un an maintenant. Avec la performance récente, on se retrouve avec un portefeuille qui aujourd'hui vaut 13 148 euros. Alors qu'on l'a commencé avec 10 000 euros, 3 000 euros de plus-value, à savoir que en plus de ça, il n'y a même pas de Solana dans ce portefeuille, je viens de m'en rendre compte là en regardant un petit peu. C'est une des cryptos que j'ai le plus dans mon portefeuille perso et j'en ai même pas acheté sur le fictif, c'est quand même super dommage, mais bon, ça n'empêche pas les performances récentes. Je vois également qu'on a du coup DYDX qui bizarrement a changé de nom sur CoinMarketCap et du coup s'appelle Ether DYDX, donc il faut que je change si on va voir les valeurs. Vous voyez, en fait, c'est comme ça que ça marche, vous mettez le nom, le prix en dollars s'affiche, en euros également, et bim, avec la quantité, ça vous dit combien vous en avez. Donc là, en fait, voilà, le portefeuille a augmenté de 300-400 euros puisque le DYDX n'était pas pris en compte. On débute maintenant avec l'émission du jour. Ce portefeuille fictif, on aura l'occasion d'en reparler probablement au cours de cette semaine ou la semaine prochaine dans une émission spécifique consacrée à ce sujet. On regarde maintenant Decentrader. Et on observe quelque chose d'assez intéressant. On observe qu'au sud, les liquidités très importantes se situent sur les 22 500 $. On sait que généralement le cours est attiré par ces liquidités à condition que ce soit facile pour les énormes portefeuilles d'aller chercher ces liquidités. C'est-à-dire que là en l'occurrence, vu qu'on est dans une phase de légère euphorie, je vous montre Crypto Fear and Greed en parallèle, vous voyez on est sur les 66, on est sur le greed, ça veut dire que les gens sont susceptibles de facilement faire monter le marché. Il y a beaucoup de demandes finalement, beaucoup de personnes qui sont prêtes à acheter à la moindre chute du Bitcoin ou des cryptos en général, parce que les gens ont envie d'acheter en ce moment. C'était pas le cas quand on était sur les 15-20 000 $. Là on est en train de renverser la tendance, on voit maintenant sur cet indicateur que la plupart des gens ont envie d'acheter les cryptos. Même ceux qui n'avaient pas envie il y a quelques mois, aujourd'hui ils en veulent. Et ça permet finalement aux personnes, donc aux portefeuilles très important, avec des très grosses sommes d'argent, de faire pousser le marché vers le haut. Donc en fait je dis avec des très grosses, mais pour eux c'est finalement avec, on va dire avec quelques centimes. Donc si on fait le rapport avec votre portefeuille à vous, c'est comme si vous aviez, j'en sais rien, 10 000 $ de crypto, et qu'avec 100-200 $, vous vous amusez un petit peu à créer cette euphorie. Alors vous n'allez rien faire avec cette somme là, mais eux ils font la même chose. Admettons ils ont 100 millions, avec un petit million ou 500 000, ils vont créer cette espèce d'euphorie, ils vont peut-être même se coordonner entre eux pour le faire, pour que le marché puisse monter et que cette
cette euphorie puisse se créer. En fait, ça va commencer à déclencher du coup les liquidités. Ces liquidités, c'est quoi? C'est les personnes qui ont des trades short, donc des personnes qui misent sur la chute du Bitcoin. Effectivement, elles se feraient à ce moment-là liquider. C'est-à-dire qu'on rachèterait leur position, ce qui entraînerait en fait un effet crescendo. Donc le Bitcoin continuera à monter. Parce qu'à chaque fois qu'on vient stopper leur position, eh bien, des bitcoins sont rachetés, la pression acheteuse du coup est assez violente, assez importante, et par effet crescendo, le bitcoin continue de monter assez fort, jusqu'à ce qu'on arrive sur le creux ici, au niveau des 39 40 000 $. Et en fait, cet espace de liquidité, ça permet justement aux très gros portefeuilles. Alors je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'entité par exemple en question possède 100 millions de dollars de bitcoin, elle a réussi à faire monter le marché avec seulement 500 000, donc une très petite partie de ce qu'elle possède, le marché est monté, et justement on arrive sur cet espace de liquidité où beaucoup de bitcoins sont rachetés, parce qu'on touche les stop loss des personnes qui shortent le marché, et grâce à tous ces rachats de bitcoin, eux ils vont pouvoir vendre les leurs en fait facilement, les 100 millions, bim, ça va repartir à la vente. Alors évidemment ils raisonnent par palier, ils font pas ça, comme je viens de l'expliquer, de façon si simple, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça vous donne une idée un peu du processus et la raison pour laquelle on s'arrête à chaque fois dans les creux. D'ailleurs les 36 000 c'était un réel creux dans la liquidité à l'époque, hein. Si vous regardiez les anciennes vidéos que j'ai faites, vous pourriez retrouver un peu des traders, etc. C'était un très fort point de résistance les 36 000 et c'est d'ailleurs là où on s'est arrêté pendant cet espace d'euphorie. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher ces 40 000? Eh bien j'en sais rien, hein. C'est la question qu'on se pose, mais en tout cas c'est la prochaine zone à venir chercher si on a une petite poussée sur le Bitcoin. C'est les 40, on voit quelques mèches, mais ça va peut-être pas se faire tout de suite en fait. C'est-à-dire que là on peut très bien, je reprends le graphique du Bitcoin, avoir un petit retracement, une petite crainte qui s'opère sur le marché, un retour aux 29 000. Vous voyez, je vous montre ici le graphique du Bitcoin. On va dire qu'on se trace un trait comme ça. C'est tout à fait possible effectivement, regardez, qu'on vient de chercher cette zone de support que je viens de tracer actuellement, aux alentours des 29 000, qu'ensuite par exemple, je vous donne cet exemple, après en fait tout est possible, mais c'est toujours intéressant de donner des exemples de ce qui peut se passer. On revient par exemple vers les 35 000, donc beaucoup de personnes imaginent qu'un futur M peut se produire, beaucoup de personnes ouvrent des shorts sur le marché, et donc encore plus de liquidités s'accumulent vers les 40, et que ce soit ensuite que finalement le cours, que les grosses entreprises déclenchent des achats permettant de le faire monter là-haut. Vous voyez, donc c'est à voir. J'ai l'impression que là les liquidités sont pas encore suffisamment importantes, il y en avait bien plus sur les 36 000 avant que nous venions les chercher tout simplement. Donc le marché peut-être va patienter un peu plus, va latéraliser un peu plus. On est sur un gros point de résistance, on va peut-être pas le casser comme ça, comme dans du beurre. Cet espace de résistance on peut le matérialiser également comme ça ici, tout simplement. C'est l'endroit où le Bitcoin avait pas mal travaillé pendant l'espace de bull market précédent, dans cet espace-là également ici. On intègre cette zone, on peut ranger en fait également dans cette zone, et d'ailleurs on peut voir que cette ligne horizontale blanche qui est bien dessinée ici représente également, vous voyez, cet ancien sommet, également cet ancien bottom. Donc sans même parler des 29 000 que j'évoquais tout à l'heure, voilà, on pourrait s'arrêter en fait au 32 aussi, vous voyez, un petit légèrement plus haut finalement. Voilà. Maintenant en termes de Fibo, c'est toujours intéressant de remontrer ça, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'émission, mais on voit qu'on est venu chercher les 23,6. À un moment donné on s'est arrêté là, donc même à plusieurs reprises, une fois ici, entre les 23,6 et les 38,2. À un moment donné je me disais mais c'est pas logique effectivement de s'arrêter au milieu. Alors en fait ça l'était, puisqu'on avait effectivement cette grosse zone de support à l'époque, dont on se servait aujourd'hui de résistance. Et on est venu chercher enfin ce niveau des 38,2. Donc maintenant, voilà, ça y est. Autant quand on était sur les 32 000, j'avais du mal à croire qu'on pouvait retracer fortement, autant maintenant qu'on est venu chercher les 38,2, je me dis que en fait il y a deux possibilités. Soit ce petit espace de bull run que l'on vit depuis un mois, 2 mois continue, on vient chercher les 61,8. Ça serait pas du tout étonnant en fait, on continuerait dans cet esprit d'euphorie avec un Bitcoin qui monte jusqu'au ici 48, voire même 58 000 $. Ça c'est la première possibilité. La seconde, effectivement, c'est que là on retrace dès maintenant, et qu'on revienne sur un niveau inférieur pour former pourquoi pas un futur W. J'ai l'impression que ce scénario de futur W, c'est le scénario que beaucoup aimeraient voir. En tout cas, beaucoup de personnes, et c'est ça qui est intéressant à constater également en ce moment, c'est que beaucoup de personnes, je le sais par rapport à mon entourage également, ont aujourd'hui de nouveau envie d'acheter des cryptos, alors qu'ils n'en avaient pas du tout l'envie il y a quelques mois. Et ces personnes-là, je me dis que voilà, ce qu'ils attendent, c'est une chute du Bitcoin, retour aux 25 000, peut-être même les 30, et ils achèteraient, vous voyez. Donc forcément, ça va créer des niveaux de support. Parce que dès qu'on va atteindre ces niveaux-là, beaucoup de personnes seront présentes pour acheter.
Et en fait, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que si on commence à chuter, il y a des personnes qui vont se dire ah déjà 35 000 moi j'achète, d'autres 30 000, d'autres 25 000. Et il y en a certains qui vont jamais acheter parce que ça va jamais atteindre les niveaux qu'ils avaient prévus. Mais en tout cas voilà, ça va être la course aux achats en fait. Je pense que vraiment on entre dans une nouvelle phase en termes de marché crypto. Et on le sait, hein, le halving est proche. Voilà, on le sait que les mois et années qui viennent risquent d'être assez intéressantes dans ce marché. Je continue avec l'altcoin dominance rapidement. Donc pour les altcoins, c'est tout à fait l'inverse, hein. En ce moment, c'est le Bitcoin qui domine ce marché. On le voit, regardez d'ailleurs sur CoinGecko. En haut, vous avez la dominance du Bitcoin 50,8, la dominance de l'Ether 16,3. Donc voilà, on a un Bitcoin qui en fait, si vous prenez toutes les autres cryptos qui existent, eh bien le Bitcoin est plus puissant que toutes les autres cryptos réunies. Enfin, on peut dire qu'il est plus capitalisé, il y a plus d'argent, de valeur dans le Bitcoin que toutes les autres cryptos réunies. Alors que ça n'était pas le cas, évidemment, si on tape BTC.D pour trouver la dominance du Bitcoin, bah, je suppose que c'était pas le cas il y a peu de temps. Alors on voit que là sur TradingView, on nous indique 52%. Mais regardez, si je prends le mois de septembre 2022, on était à 39, vous voyez. Donc voilà, le Bitcoin est devenu actionnaire majoritaire de ce marché crypto. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à constater. Et d'ailleurs, l'altcoin dominance a beaucoup chuté. On voit qu'aujourd'hui, bah, la chute ralentit. C'était très violent au départ. Mais malgré tout, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller, hein. Est-ce que les altcoins vont continuer à se faire dominer par le Bitcoin dans les semaines, mois qui viennent? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a déjà été tellement important que ça serait dommage de ne pas, dès à présent, transformer des Bitcoins pour des altcoins. On sait qu'à un moment donné, ça va se renverser. Puis les altcoins, on sait ce que c'est, hein, c'est la DeFi, les smart contracts, les applications décentralisées, la finance décentralisée, c'est quand même un truc de fou en fait quand on y pense. Je parlais ce matin dans les actualités que par exemple on avait une ville en Suisse qui avait utilisé la blockchain de ICP pour simplement créer une application de paiement utilisable par tous les habitants de la ville, etc. On voit qu'il y a des innovations qui sont faites grâce à ces blockchains. Donc penser que le Bitcoin surdominera le marché pour toujours, ça serait un petit peu, voilà, un petit peu bizarre en fait de penser ça. Peut-être que certains le croient vraiment, mais en tout cas moi c'est pas mon cas. Et aujourd'hui, plus que jamais, je change des bitcoins contre des altcoins. D'ailleurs, je me pose toujours la question de savoir si l'altcoin dominance va rejoindre cette ZR ou pas, hein. Et si c'est le cas, j'aurai encore de quoi recharger petit à petit mes altcoins. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie état de marché actuel. Ce matin, j'en ai profité pour vous parler du Binance Coin et de XRP dans les analyses, puisque je fais les actualités, mais je regarde certains graphiques en parallèle. Donc je ne vais pas les repasser. On pourrait regarder rapidement du coup l'Ether. Donc si on prend l'Ether par rapport au dollar, voyons voir un peu ce qu'il se passe. Effectivement, on est sur quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a un canal qui est joliment dessiné ici. On n'est pas vraiment sur le haut du canal, mais presque. Et on pourrait aussi également se dessiner cette ligne horizontale. Cette ligne horizontale, alors je supprime la diagonale pour que vous puissiez mieux la voir. C'est le niveau effectivement de résistance qu'on voudrait voir casser pour enfin avoir un Ether qui performe ce marché. En fait, concrètement, ce qu'on voit, c'est un triangle rectangle. Donc l'Ether a une configuration graphique bullish. Malgré tout, si on l'observe par rapport au Bitcoin, et si on regarde en parallèle de ce graphique que je viens de vous montrer, si on met le graphique du Bitcoin également, c'est très visible, le Bitcoin se comporte beaucoup mieux en ce moment. Et d'ailleurs, si on regarde l'Ether par rapport au Bitcoin, on est sur un double bottom actuellement. Voilà. Donc raison de plus pour penser que ça peut être intéressant toujours de changer du Bitcoin contre des altcoins, et même contre de l'Ether, vous voyez. Ici, c'est très visuel. Je continue avec Solana. Solana USD. Bon, on va peut-être faire aussi Solana BTC, mais à mon avis, avant même de regarder le graphique, j'arrive à imaginer un peu comment est-ce qu'il va se comporter, c'est-à-dire de façon assez verticale vers le nord, c'est-à-dire un graphique de Solana très bullish. Avec, regardez ici, les 8 $ qui avaient été touchés, c'était au mois de décembre 2022, donc il y a quasiment un an. Et d'ailleurs, ça me donne envie de les repérer, ces zones-là. Donc on a décembre 2022, on a ici également un point bas en juin 2023, également ici en septembre 2023. Ces 3 points, ça dessine une jolie ligne qui montre une résilience. Mais on n'avait pas de cassure à la hausse. Par contre, on a un très joli triangle rectangle, un peu le même que celui que je viens de vous montrer sur l'Ether. Et derrière, en fait, cette confirmation, elle se fait ici aux alentours du mois d'octobre, le 30 octobre. Moi, j'investis pas sur les cassures. Enfin, la plupart du temps, j'essaye d'acheter les ZR, vous voyez. Parce que comme ça, si je me trompe, tant pis. Mais si j'ai raison, en fait, je préfère acheter des prix comme ça, les 14 $, plutôt qu'ici les 30. Parce que avec un 30 $, vous faites seulement 1 x 2. Alors que sur les 14 ou les 15, 10 $, vous faites 1 x 6, x 5. Beaucoup plus intéressant donc d'investir pendant les structures. Et
et bien sûr avant les cassures. Généralement, beaucoup de personnes, beaucoup de traders que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou de personnes qui vont vous parler de tout ça, vont vous dire qu'il faut attendre les cassures pour investir. En réalité, ils vont même vous parler du retour sur neckline, et ils ont tout à fait raison, hein, ce sont des bonnes zones d'achat, mais quand vous avez un projet comme par exemple Solana ou d'autres cryptos que vous attendez depuis un moment, que voilà, des projets que vous connaissez, vous savez un petit peu le potentiel qu'il y a derrière, vous connaissez un peu la blockchain, etc. Et que vous, en fait, quand vous allez investir dans une crypto, vous avez la conviction du potentiel derrière, bah, ça vaut peut-être pas le coup d'attendre des cassures. Ça vaut le coup d'acheter les paniques plutôt. Voilà, comme c'était le cas avec FTX, notamment Solana qui chutait sous les 10 $. Donc Solana, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on va parler un peu d'analyse graphique, parce que là je fais du blabla. Moi ce que je vais vous montrer c'est ça, c'est un Fibo qui reprend toute la baisse. Et en fait ce qui s'est passé, et c'est ça qui est quand même hyper intéressant, raison pour laquelle pendant les vacances, je regardais un peu les cours, notamment les cours de Solana, puisque c'était une grosse partie de mon portefeuille, et ça l'est toujours, hein, mais j'ai pu m'en séparer d'une petite somme. Et bien j'ai vu qu'on était venu chercher les 23,6 de Fibo. Alors évidemment en dessus on a d'autres niveaux de résistance beaucoup plus importants qui peuvent être atteints et qui seront peut-être atteints dans les semaines, mois, peut-être années qui viennent. En tout cas les 66 $ pour moi c'était une zone, enfin 67, j'ai vu qu'on avait touché les 23,6, 66, j'ai vendu un quart de mes Solana à ce moment-là. Je les ai vendus contre de l'Ether. Donc ma stratégie c'est quoi? Bah, c'est de voir en fait, d'observer un peu le portefeuille que j'ai, parce que je vous disais en introduction que j'allais vous donner un peu ma stratégie sur Solana, c'est d'observer un peu le portefeuille et de regarder les pourcentages des cryptos que je possède. Donc j'utilise l'outil que j'ai créé, mais évidemment c'est mon outil à moi de prédilection, hein. Je l'ai créé pour moi à la base, pas pour vous, hein. Et je regarde un peu ce qui se passe et je vois les pourcentages. Et je voyais sur mon portefeuille que Solana avait dépassé les 10% de mon folio total. Donc je me suis dit là, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas avoir une crypto telle que Solana qui représente plus que 10% de mon portefeuille. Vous imaginez, si je fais ça avec chacune des cryptos, je peux en avoir que 10. Moi dans mon portefeuille j'en ai plutôt 150-200. Donc Solana plus que 10%, pour moi c'est pas acceptable. Et donc par conséquent il fallait que je revende. Je regardais un peu les zones, j'ai vu les 23,6, j'ai revendu un quart de mes Solana ici. Maintenant juste après on revient sur les 57, j'aurais pu me tromper, hein. On aurait pu aller aux 100 $ directement, j'aurais vendu un deuxième quart d'ailleurs, hein, si on est allé là-haut, mais on voit que non, pour l'instant le marché semble ralentir. En weekly c'est encore léger, on a encore cette énorme bougie au niveau du RSI. En weekly il n'y a aucun signal bearish. Maintenant, on zoome en daily pour voir un petit peu s'il y a un signal bearish. Voilà, sur le court terme, qu'est-ce qu'il se passe sur Solana? Eh bien, ce qu'on a vu, c'est que la divergence s'est manifestée ici. Donc, ouais, même pas vraiment. En fait, non, il n'y a pas vraiment eu de divergence. Attendez, il faut que je zoome un petit peu plus. Là, le cours chute. Et, ouais, non, le sommet... Ah oui, non, elle est là, la divergence. Excusez-moi. Il fallait que je zoome un petit peu plus, en fait. Je pense que ça sera encore plus visible en 4 heures, mais la divergence elle est là, c'est-à-dire que là on a le cours qui monte et on a ici à cet endroit-là le RSI qui descend. Et derrière voilà, le marché ralentit, range, etc. avec un RSI qui chute quand même de façon assez importante par rapport au dollar. Et effectivement, regardez ce qu'on observe, c'est que la divergence était confirmée à cet endroit-là sur cette bougie rouge, donc quand on est venu chercher les 56 $, et que derrière, ben voilà, en fait, la chute s'est opérée. Donc cette divergence, pour moi, elle est déjà passée. Il y a déjà eu la chute derrière les divergences qui s'est produite. Parce que c'est bien beau de voir des divergences. Il faut voir ensuite si derrière, si elle est toujours d'actualité ou pas. Et là, pour moi, c'est presque plus le cas, parce qu'on est revenu quasiment sur les 50 au niveau du RSI. Je vais zoomer sur le 4 heures, voir ce qu'il se passe. Et vous voyez, ça reste assez récent encore. La chute, c'est difficile de trouver des choses ou de savoir un peu comment voir... En fait, c'est difficile de savoir si on va aller chercher les 38,2 ou si le retracement va s'opérer maintenant. Sur Solana, évidemment, on admet que c'est même impossible de le savoir. C'est pour ça qu'on spécule et qu'on vend et qu'on achète par palier. Vous voyez qu'au niveau du 4 heures, le sommet au niveau du RSI, il y en a eu deux. Ici, quand le Solana avait touché les 29 $, et ici quand il a touché les 85. On en a fait un double top là au niveau du RSI. Derrière, on a fait un sommet un peu moins important ici. Et donc grosso modo, c'est une divergence qui a mis du temps à se faire, hein, qui est plus ou moins bien dessinée d'ailleurs, avec une confirmation qui s'est opérée. Regardez, j'ai tracé la ligne de confirmation ici. Ici, donc c'était le 13 novembre, mais vous voyez que c'était que très léger, difficile de prendre ça comme étant une confirmation. Et ensuite ici, le 17 novembre, vous voyez. Et depuis, là en fait, la réelle confirmation bien dessinée, c'est celle-là, hein, celle qu'on a dessinée le 21 novembre, donc il y a 2 jours, lorsqu'on est venu chercher les 47 $ au niveau de Solana. Donc vous voyez qu'en fait, même en 4 heures, c'est difficile de tirer des conclusions, puisque la chute qui a suivi après la divergence, donc là je suis retourné sur le weekly, mais je parle encore du 4 heures, la chute sur le 4 heures donc, qui a suivi la divergence a déjà été effectuée en fait.
On est déjà revenu en survente, hein, vous l'avez vu sur le RSI. Et en weekly, c'est trop tôt pour tirer quelconque conclusion, puisqu'on est encore sur un point haut. Donc la seule raison qui peut nous permettre de vendre aujourd'hui du Solana, c'est ces 23,6, ce niveau de résistance que nous avons atteint. Mais il n'y a encore aucun signal qui peut nous prouver ce qui va se passer. Maintenant, si vous vous rappelez de l'émission de ce matin, si vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, je le rappelle maintenant, on a quand même les États-Unis, la SEC, qui attaque Kraken en justice en exprimant le fait qu'on ait Solana, ADA Cardano et plein d'autres cryptos qui pourraient être, pourquoi pas, des securities qui ne sont pas enregistrés, etc. Comme l'histoire avec XRP. C'est peut-être assez négatif pour Solana et un peu cet écosystème de crypto concerné. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas du tout un bon niveau pour acheter du Solana, bien évidemment, et l'espace à privilégier, admettons, si vous avez vraiment envie d'en acheter et que vous pouvez pas attendre, il faut quand même, je pense, attendre à minima ce niveau des 48$. Hein. Et puis derrière, vous avez cet espace-là avec ensuite les 33$. Là, vous avez des bonnes zones à privilégier. Regardez, vous pouvez tracer une ligne comme ça, alors, que j'ai très très mal faite, mais grosso modo, imaginez un peu comme ça, vous avez les 23$, 25$. Si on y retourne, à ce moment-là, je dirais que c'est un très bon niveau pour investir dans Solana. Et en fait, ce qui a été hyper intéressant sur cette crypto, regardez si on met deux graphiques côte à côte, vous avez à gauche donc Solana dollar, je vais vous mettre à droite Solana Bitcoin, et bien c'est qu'elle a été résiliente. Je vous montre ici, la plupart des cryptos en fait, pendant cette année 2022-2023, ont fait des plus bas, toujours plus bas, par rapport au Bitcoin en fait. Et regardez à droite, donc vous l'avez les graphiques par rapport au Bitcoin, vous avez certes un plus bas ici, mais en fait on peut le considérer comme étant un double bottom, puisque la mèche était plus basse que les précédentes. On a vraiment une zone de double bottom ici qui s'est dessinée, et derrière, regardez, on est revenu sur cette zone, et si je prends un Fibo comme ça, on voit que ça représentait les 61,8 de Fibo. Donc en soi, le meilleur moment quand on combinait les deux graphiques de Solana, à savoir Bitcoin et dollar, le meilleur moment pour acheter c'était là, en septembre, donc il n'y a pas si longtemps, sur les 15$. Et je crois, bon je suis pas sûr parce que je parle de tellement de choses qu'en fait j'oublie, mais je pense que j'en ai parlé de Solana à de nombreuses reprises, justement au mois de septembre. Justement par rapport à ces graphiques, j'adore combiner les deux en général, tout simplement. Mais bon, il y en aura d'autres des occasions, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, je voulais terminer cette émission avec les cryptos qui concernent l'intelligence artificielle. Vous avez ici TAO, RNDR, FET, AGX par exemple. Ce sont que des cryptos qui performent. On a Ocean également. Et regardez, on a des très jolis graphiques qui se sont dessinés avec des hausses assez importantes. Regardez Ocean ici, RNDR. On le voit également dans les top performances depuis longtemps. Regardez son graphique ici à RNDR. On est venu chercher, donc on a touché un bottom sur les 39 centimes. On est venu chercher les 2,83. On revient sur les 1,27. Ensuite, on va chercher les 3,66. Aujourd'hui, on est sur un sommet. Donc c'est une crypto que j'ai très très envie d'acheter, que je n'ai pas pu acquérir, ni sur mon portefeuille perso. Je crois que j'en ai d'ailleurs sur le fictif. J'ai peut-être pu en acquérir. RNDR. Non, même pas. Donc c'est parce qu'elle a été beaucoup trop performante et que quand on la voyait monter, les retracements n'étaient pas suffisamment importants pour imaginer un investissement. Moi aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse de cette crypto pour terminer cette émission. Vous voyez ici que finalement on jonglait sous cette ligne de tendance. On l'a ensuite cassé par le haut, c'était au mois de janvier 2023. Donc effectivement avec la petite euphorie donc des tokens qui concernaient l'intelligence artificielle. Derrière, on revient tester cette zone et vous voyez, on a bien rebondi dessus. Hein. C'était une très jolie zone de support qui s'est matérialisé grâce à ce marché précédent. On vient chercher cette zone une seconde fois ici, donc en fait les occasions il y en avait, c'est juste que je les ai pas saisies en fait en réalité. Et derrière ça performe de nouveau. Donc c'est vraiment la zone que je privilégierais de nouveau à condition qu'on y retourne. Sinon tant pis, j'abandonnerai l'investissement dans cette crypto. Ça c'était pour le graphique de RNDR. Je vais finir avec AGX. Ça j'ai pu le saisir l'achat sur AGX. Finalement, et donc ça c'est cool. Alors pourquoi j'ai pu saisir l'achat? C'est parce qu'elle a beaucoup retracé. Oui, elle a eu une performance, une euphorie très importante en ce début d'année, comme beaucoup de tokens qui concernaient l'intelligence artificielle, et derrière regardez, elle a pas mal retracé. Si on met un Fibo, on voit qu'on est revenu dans la ZR, chercher les 78,6. Alors je vais essayer de vous matérialiser ça avec cette ligne là, voilà, vous voyez, les 78,6 sont venus les chercher précisément, et depuis on rebondit. Donc moi clairement c'est les zones où j'ai acheté, c'est ces zones là. Je suis pas en forte plus-value, puisque j'ai acheté entre les 27 centimes et les 16 centimes, et aujourd'hui on est à 27. Donc pour l'instant il n'y a rien de génialissime, mais voilà, c'était pour moi une zone importante pour investir. Maintenant, à voir ce qui va se passer. On peut très bien casser cette zone par le bas, réintégrer ces niveaux-là précédents, mais en ce moment on a une petite euphorie qui s'opère sur les tokens concernant l'intelligence artificielle. On le voit ici, regardez sur 7 jours. Donc affaire à suivre avec attention. J'arrive sur la fin de cette émission, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous
vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Je vous retrouverai le matin pour l'émission Actualité Crypto. Allez, ciao tout le monde.